Mbote moninga. Salutations l'ami avec eux. Bienvenue dans cet espace de temps où le mythe rencontre la réalité, où la réalité se confond à la fiction, et où la fiction est plus vraie que nature. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Bon, je t'explique ce qu'on fait ici. Je vais te raconter des histoires qui sont peut-être vraies, ou fabriquées de toutes pièces. Et je te défie de deviner lesquelles. Cela étant dit, prends ton temps, analyse chaque histoire, fais des pauses entre elles, et à la toute fin, je te donnerai les réponses avec toute la gentillesse qui me caractérise. Ok? C'est parti. Lumière, moteur, action. Jacques et Elisabeth Gillespie sont un charmant couple de septuagénaires qui tiennent un petit restaurant appelé Chez Gillespie. C'est un restaurant plutôt cosy, avec une atmosphère familiale. Malheureusement pour eux, leur fils unique a été déclaré mort à la suite d'un incendie qui avait touché son immeuble. Mais Jacques avait préféré cacher cette information à Elisabeth, jugeant qu'elle ne l'aurait certainement pas supportée. Il lui a donc fait croire qu'il avait eu une terrible dispute avec Charlie, et qu'il avait décidé de s'éloigner d'eux. 2 ans s'étaient écoulés sans que la pauvre dame n'ait de nouvelles de son fils. Autre chose à savoir sur les Gillespie, ils offrent chaque dimanche soir des repas gratuits à toutes les personnes dans le besoin. Un couple charitable et plein de compassion, tu me diras. Et je te répondrai que oui, tu as raison, à première vue. Seulement, depuis quelque temps déjà, la mort d'une dizaine de mendiants et de sans-abri faisait la une de tous les journaux. Les causes de la mort étaient encore inconnues. La police était certaine que c'était l'œuvre d'un tueur en série. Ça ne pouvait pas être une coïncidence après autant de morts. Mais, ils n'avaient aucune idée de l'auteur de ces crimes. Et aucune piste viable. Toutefois, ils avaient établi 2 profils qui pourraient correspondre au tueur. Ça devait être soit quelqu'un qui détestait les misérables, ou quelqu'un qui détestait voir les autres souffrir ou dans la misère. Donc, pour les libérer de cette misère, il les tuait tout simplement. Le profil le plus probable était le second, au vu de sa façon de tuer ses victimes. Il les tuait sans aucune forme de violence. Malheureusement pour notre tueur, et heureusement pour nos chers amis les policiers, la dernière victime en date était sur le point de révéler l'arme de notre tueur. En autopsiant son cadavre, la police a découvert un poison qui, mélangé à de l'alcool, ne laissait presque aucune trace, au bout d'un certain moment. C'était le poison l'arme du crime. Et en visionnant des caméras de surveillance, aux alentours de l'endroit où on a trouvé le cadavre, ils ont pu retracer le parcours de ce sans-abri jusqu'au restaurant des Gillespie. La police est donc allée interroger les Gillespie qui ont admis avoir donné à manger à ce malheureux, mais ont insisté sur le fait qu'il était parti de chez eux en bonne santé. Quant à la question de savoir si d'autres victimes étaient également venues manger chez eux, les Gillespie ont répondu « oui, la plupart d'entre eux ». Cette réponse faisait des Gillespie, bien qu'inoffensifs en apparence, des principaux suspects de ces terribles meurtres. Mais pour l'heure, ils n'avaient aucune preuve contre eux, tout n'était que conjecture. Alors ils sont partis, en gardant un œil sur eux. Une nuit, comme à son habitude, Jacques ramena un sans-abri au restaurant. Lorsqu'il l'a trouvé, le pauvre type mourait de froid. Jacques lui a offert un repas qui s'est mis à dévorer comme une bête affamée. En discutant avec lui, Jacques apprit que l'homme en question souffrait de troubles mentaux dus à une commotion cérébrale qui résultait d'une chute de 3 étages. Si bien qu'il souffrait de perte de mémoire. Il s'était échappé de l'hôpital avant qu'on ne découvre son identité. Et voulez-vous savoir pourquoi s'était-il échappé? Eh bien, parce que la vue des aiguilles le terrifiait, mais également parce qu'il détestait le grésillement des scanners. Depuis qu'il s'était fait la malle à l'hôpital, il vivait dans la rue. Cela faisait maintenant 2 ans à peu près. Il a dit à Jacques qu'il lui arrivait parfois de ne plus se rappeler comment il s'appelle.
Alors Jacques, intrigué par tout ce qu'il venait d'apprendre, lui posa la question. Comment tu t'appelles, mon garçon? Il lui répondit. Je m'appelle Charlie. C'est curieux. J'avais également un fils qui s'appelait Charlie, dit Jacques. Il était d'une constitution fragile, donc on se rendait souvent à l'hôpital. Les aiguilles le terrifiaient, et les scanners, mon Dieu, ça le rendait malade. C'est quoi ton nom de famille, Charlie? Charlie lui répondit. Je n'arrive pas à me rappeler. Ensuite, Jacques ajouta. Serait-il possible que ce soit Gillespie? C'est possible. Attendez. Oui, c'est ça. Gillespie. Comment le savez-vous? Jacques était à la fois sous le choc et heureux. Il alla immédiatement en informer Elisabeth qui était dans la cuisine. Elisabeth ne le crut pas. À la place, elle lui a fait comprendre qu'elle savait que Charlie était mort. Qu'elle savait qu'il lui mentait pendant tout ce temps. Jacques l'a admis, et après lui avoir parlé du prénom de ce jeune homme, de sa phobie des aiguilles et des scanners, il a réussi à faire germer le doute dans l'esprit d'Elisabeth. Elle s'exclama. « Oh non, Jacques! Le repas! J'ai mis quelque chose dedans! » Et sur le coup, Elisabeth se précipita vers Charlie. Malheureusement, Charlie avait déjà rendu son dernier souffle. Quel terrible coup du sort pour les Gillespie! Tuer leur propre fils qu'ils croyaient mort. Mais est-ce que ce Charlie était vraiment leur vrai fils? Est-ce que cette histoire ne contient ne serait-ce qu'une parcelle de vérité? À toi de le deviner. C'est la nuit d'Halloween, et trois amis s'apprêtent à jouer à un jeu très dangereux. Mais ce dont elles se doutaient pas une seconde, c'est qu'elles auraient un invité surprise. J'arrête de déconner. Donc c'est Halloween. Sacha et Mary, qui sont toujours en quête de frissons, appellent leur amie Solène pour se faire une petite frayeur en jouant au Ouija. Si tu ne sais pas ce que c'est que le Ouija, eh bien, c'est une planche gravée de chiffres et de lettres qui permet de communiquer avec des esprits de l'au-delà. Ah, j'ai peur. C'est ce qu'on dit sur ce jeu. Donc, pour que ça marche, il faut tout d'abord allumer des bougies, faire tout un cérémonial, puis demander si un esprit est présent avec vous dans la pièce. Avec vos doigts placés sur un pointeur, l'esprit vous répond en dirigeant ce pointeur sur des lettres bien précises. C'est un jeu très intéressant auquel je ne jouerai jamais, mais je vous recommande d'y jouer si vous aimez jouer avec votre vie. Donc, Sacha, Mary et Solène ont fini les préparatifs et se mettent à jouer. Elles posent leurs questions. Est-ce que je plais à Lucas? Est-ce que j'irai à cette université? Est-ce que je pourrai enfin quitter cette ville pourrie? Bref, des questions dans le genre. C'était vraiment marrant pour elles de deviner laquelle d'entre elles se faisait passer pour un esprit et guidait le pointeur pour répondre. Puis, pour pimenter les choses, Sacha suggéra qu'elle demande combien de temps il leur restait à vivre. Mary était d'accord. Solène, quant à elle, était réticente au début, puis se plia finalement à l'avis de ses amis. Sacha demanda en première et la réponse était 63 ans. Ensuite vint Mary, et la réponse était 65 ans. Enfin, c'était au tour de Solène, et la réponse était 2 heures et 37 minutes. Mécontente, Solène dit à ses amis « Je ne trouve pas ça drôle, les filles. » Sacha et Mary étaient pris d'un fou rire, et Solène se mit à rigoler également. En continuant la partie, il arriva un moment étrange où, soudainement, le pointeur fut orienté vers les lettres V-I-C-T-O-R, sans aucune question posée au préalable. Victor. Mais qui était ce Victor? Aucune d'entre elles ne connaissait de Victor, et aucune d'elles n'a avoué être l'auteur de cette réponse. Alors Sacha demanda, à haute voix, « Qui es-tu, Victor ?» Et il répondit, « SOS, aidez-moi. » Mais Solène demanda, « Qui es-tu » Et il répondit, « Libérez-moi. » Mary demanda, « Comment?
C'est là que les choses ont commencé à passer de petites frayeurs à terrifiants. Car subitement un courant d'air fit irruption dans la pièce et fit tourner les pages du bouquin occulte qu'elles utilisaient jusqu'à une page précise. Sacha prit le livre en se disant que c'était peut-être un message de Victor, et elle lut ce qui était écrit. Ne vous tournez pas vers les esprits ou les fantômes. Ne les cherchez pas. C'est un avertissement, dit Solène. Mais pour Sacha, ce n'était qu'une coïncidence. Quant à Mary, elle voulait connaître le fin mot de l'histoire. Solène, elle, voulait arrêter. Mais Sacha l'a traitée de poule mouillée. Et touchée dans son ego, elle a décidé de poursuivre la partie. Alors Sacha posa cette question à Victor. « Que veux-tu » Et Victor répondit « Vous ». À cet instant, les fenêtres se mirent à claquer. Mary et Solène ont légèrement commencé à flipper. Sacha les rassura. « C'est juste le vent, les filles, ne vous inquiétez pas. Continuons. » De toute façon, c'est ce petit frisson qu'on voulait, non? Alors posez vos mains sur la planche et continuons. Ensuite, Sacha, encore elle, posa la question à Victor. « Où es-tu » Et il répondit « Au grenier. » Et là, elles entendirent comme des bruits de pas provenir du grenier. Clairement, ça devient trop bizarre, les filles. Peut-être que nous devrions arrêter, dit Mary. Non, ce ne sont que des rats, rassura Sacha. Et encore une fois, sans poser aucune question, leurs doigts ont pointé sur Mouret. Mouret? Qui ça? Nous? S'exclama Mary en panique. Alors Solène se leva en disant « non, c'est bon, j'arrête. » Mais les bruits de pas s'intensifiaient de plus en plus et se dirigeaient vers les filles. Alors Solène, dans un acte désespéré, prit la planche de Ouija et la jeta dans le feu de la cheminée. Et subitement, tout était redevenu calme. Plus de fenêtres qui claquent, ni de bruit de pas dans le grenier. Victor était parti. Alors les filles décidèrent d'aller regarder une bonne comédie avant de se coucher. Pas question que ce soit un film d'horreur. La nuit passa, et le lendemain matin, Solène avait disparu. Sacha et Mary l'ont recherchée dans toute la maison, mais impossible de la retrouver. La police a été appelée, des investigations ont été menées, mais Solène s'était tout simplement volatilisée. Sacha et Mary furent suspectés. Leurs histoires d'esprit n'avaient convaincu personne. Mais sans corps, pas de crime. Tout ce qu'avait la police, ce n'était que des suspicions. Solène n'a jamais été retrouvée après cette nuit. Solène a-t-elle saisi cette occasion bizarre pour disparaître et commencer une nouvelle vie ailleurs? Ou est-ce que les filles ont franchi la frontière avec l'au-delà et se sont confrontées à un esprit maléfique? Ou peut-être bien que Sacha et Mary ont tout simplement tué Solène dans leur quête de frissons. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maintenant, c'est le moment de vérité. As-tu été capable de séparer la réalité de la fiction, de distinguer le vrai du faux, ou t'es-tu complètement fait avoir? Revisitons ces histoires une à une. Tout d'abord, il y avait l'histoire du charmant vieux couple et la spécialité d'Elisabeth, les repas empoisonnés. Une telle histoire a-t-elle vraiment eu lieu? Est-ce que le karma s'est chargé de rendre la monnaie de leur pièce au Gilepsy? Non, pas cette fois. Ce n'était que pure fiction. Ensuite, il y a eu l'histoire de Sacha, Mary et Solène et leur jeu des esprits. Est-ce que ce scénario te paraît tout droit sorti d'un film d'horreur? Eh bien, tu as parfaitement raison. Encore une fiction. Alors, quel a été ton score? As-tu été capable de faire un 2 sur 2? J'en doute fort. Mais dis-le-moi dans les commentaires. Et rappelle-toi, la fiction sonne parfois bien plus vraie que la réalité. Quant à moi, je te dis Mbote Nayo, Tokomonana. Ciao.